Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur Stream Chemistry que littéralement en fait vous aurez à la chaîne par rapport à ceux du samedi parce que tout simplement je l'ai fait le lendemain tout simplement. Donc on va reprendre sur Stream Chemistry. J'ai eu pas mal de petites idées qui me sont venues dans la tête qui sont plutôt pas mal. Déjà première chose c'est que les value nucleus là que j'ai créé, vous savez ce qui permet de renvoyer une valeur numérique, enfin directement de dire ah voilà si on reprend notre attendez, si on reprend notre joli schéma, ces trucs là ces values là en fait j'ai moyen de les optimiser de manière assez flagrante en fait, plutôt que de créer un nucléus pour ces nodes là. En fait tout ce qu'on va faire, il sera beaucoup plus simple, sera juste de dire bah du coup tu vas directement avoir ta value dans ton output. C'est un atome qui a directement une value en output, qui a pas de nucléus associé, qui est juste boum, on est bon. Et pareil les return en fait ils vont faire ça, ils vont avoir la même chose, c'est à dire qu'en fait on va pas créer des nucléus dédiés aux return. En fait les values et les return, il n'y aura pas de nucléus qui leur sont associés et j'aimerais qu'on le fasse. Mais pour ça en fait il faut qu'on fasse quelques petits changements par rapport aux nucléus. Alors attendez, ils sont là nos nucléus. Voilà. En gros j'aimerais changer une petite optimisation, c'est qu'au lieu d'avoir affaire à des triggers, enfin une liste de triggers, une liste de triggers et d'input avec leur type, une liste d'output avec leur type, j'aimerais passer par un double tableau. En gros avoir un tableau qui contient le nom de mes triggers, un tableau qui contient le nom de mes inputs, un tableau qui contient le type de mes inputs, et ainsi de suite. Ce qui fait que du coup on obtiendrait... Hop. Voilà, on obtiendrait ça. Et donc on obtiendrait ici... D'ailleurs en vrai ça on va plutôt le mettre là. Là on va mettre input name. Là ensuite on va faire ça avec des types et donc ça va être input type. Voilà. Et on va copier-coller ça et on va juste, au lieu de les appeler input, voilà, on va les appeler output. Output. Voilà. Ensuite, on va supprimer ça, on va supprimer ça, et on va supprimer ça. Et on va régler tout derrière. Donc du coup, on va avoir... input type. Voilà. Please, merci. Hop. Hop, hop, hop. Donc on va avoir du coup ici string input name qui renvoie du coup input name. D'ailleurs on va peut-être rajouter un petit s. Ça du coup on peut faire ça, ça, ça. Ici on met out, ici on met out, ici c'est output name et on refait la même chose ici. Voilà. Donc là comme ça on est mieux. Ce qui fait que ça du coup ça disparaît. Ensuite ici on va avoir un int nb trigger byte. Ouais c'est ça, on avait dit que les inputs et les outputs c'était avec un byte. Byte nb input et un byte nb output bien évidemment. Voilà. En trigger, je crois que les triggers aussi on avait dit que c'était un byte. Hein. Oui on avait dit que c'était un byte aussi. Donc du coup là on a nos 3 bytes. Et donc là on peut tout simplement faire que m underscore triggers array égale voilà. M inputs name égale voilà. Et on va avoir la même chose avec n input type voilà. C'est bien, il auto-complète bien là pour le coup. Et ensuite on va faire la même chose avec les outputs. Waouh, il auto-complète tellement bien. C'est parfait. Voilà, merci. Et moi c'est juste que je rajoute des espaces ici.
Donc là voilà, en gros l'idée c'est que quand vous allez créer un nucléus, vous allez lui spécifier le nombre de triggers, le nombre d'input et le nombre d'output que vous avez. Donc ça va changer du coup ici. Une entry, d'ailleurs en vrai... Ouais si, parce qu'elle a ce comportement d'exécute 0. Donc par exemple, lui, il va dire, ok, j'ai un trigger, j'ai 0 input et j'ai 0 output. Voilà. Et donc on peut ajouter un trigger. On va faire le changement après sur les triggers parce que en gros, ils vont plus fonctionner exactement de la même manière. Alors du coup ouais, ça va plus être des add, ça va être des set. C'est ça qui va changer un tout petit peu. C'est que là du coup on va appeler ça set. Et ce sera byte idx avec le nom. Et on doit retrouver pareil le byte idx. Et donc là c'est idx. Voilà. Et donc là tout ce qu'on doit vérifier c'est que idx est strictement inférieur à moutput name par exemple. Point length. Je l'ai mal écrit. Voilà. Ensuite, du coup, c'est moutput name crochet idx égale name et moutput type idx égale type. Voilà. On va recopier-coller ça. Juste on va changer pour mettre que c'est input. Voilà, hop. Hop. Parce que du coup c'est les inputs qui nous intéressent. On va rajouter du coup le petit byte. Voilà, et on va juste changer le add par un set. Voilà. Et donc là c'est input name. Je sais pas si on a le any. Ouais, on peut juste faire ça en fait. Output name. Et on retire juste ça. Voilà. Ok. Lui, on peut juste le renommer en triggers. Plouk, plouk, voilà. Donc ensuite, byte idx. On retrouve ce truc là. Sauf que là, du coup, c'est avec triggers. Et en vrai, c'est le premier check qu'on devrait faire. Je suis en train d'y penser, parce que c'est le check le plus léger, donc si jamais rien que ça c'est faux, on évite de faire un check plus lourd. Non, c'est si il est supérieur ou égal, pardon. Dans ces cas-là, ça fail. Pareil ici, s'il est supérieur ou égal. Et donc là, c'est triggers idx égale name. Tac, tac, tac. Et donc ici, on va recopier la même chose. Paf, ça on peut supprimer. Ça. Ça. Voilà. Et là, au lieu de l'appeler add, on va l'appeler set. Voilà. Et donc là, normalement, ça devrait me péter à la gueule de partout. Soyons honnêtes. Lui, ici, du coup, c'est set. Trigger 0. Paf. Comme ça on peut spécifier précisément, donc on sait exactement qui correspond à qui dans notre code. Là ici on est bon, donc du coup ici 0 trigger, 2 inputs, une output
0, 1, 0. On change nos adds par des 7. Voilà. Donc comme ça on est bon. Le nucléus là il me il représente bien ce que j'ai besoin qu'il représente. Le if. Donc lui. NB trigger il en a 2. NB input il en a une. Et NB output il en a aucune. Donc là on peut faire 7. Et lui c'est le 0. Lui c'est le 7 sauf que lui c'est 1. Et lui c'est un 7 et c'est 0 aussi. Voilà. Ce qui fait que là normalement, voilà, si la condition est vraie, tu return 0, donc du coup tu passes bien dans le trigger là. On est bon. Hop, donc on peut vérifier, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Le base entry il est bon. Nucleus, ça on va gérer après, parce qu'après on va avoir des modifications à faire par rapport à lui. Il y aura des petits changements à faire. Vous allez voir. Donc là, en fait, on peut juste mettre que c'est un type. On peut l'appeler input type et on peut dire que c'est input type. Et donc là, on peut directement mettre le type. Là, c'est output type, output type. Au lieu d'un count, c'est un length. Voilà, et là, du coup, c'est le type directement. Et on peut remplacer ça par ça. Et là, ce qu'on peut tout simplement faire... Ah, j'ai pas remis la définition pour le triggers dans le nucleus, merde. Attendez. Oui, j'ai pas remis la définition. Triggers et CM triggers. Ce qui fait que du coup ici c'est point length. Hop. Ah oui non je suis con, c'est bien ça. Ok, là on est bon, mais ça après on va le changer un tout petit peu, vous allez comprendre après. Paf paf paf, donc on avait fait, donc là ensuite on a le lambda qui n'a plus de raison d'exister en fait. Lui on peut le supprimer. Le return nucleus va sur, je pense qu'on va le dégager à terme. Pareil pour le value en fait. C'est des trucs qu'on va juste dégager, vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Alors, paf paf paf, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc on a un changement à faire au niveau des molécules. Déjà, oui, première chose que je veux faire, c'est qu'on va retirer les petites accolades. Ouais, ça prendra moins de place, ça me permettra d'avoir encore plus de stockage. On pourra stocker encore plus d'atomes et que ça reste optimisé, donc ça, déjà, ça dégage. Voilà. Ensuite, sur les value atomes, la seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est ça. On set directement l'output. Mais moi la chose que j'aimerais faire, c'est au niveau de l'atome, de changer son constructeur. Pour qu'il prenne ici un string crochet triggers. Non d'ailleurs c'est pas un string crochet triggers, ce sera un byte NB triggers. Et du coup ici
juste faire ça pour lui. Là il crée les triggers, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus optimisé. Ensuite, on va faire un type crochet. Type qui va être donc input type. Là ensuite on met, d'ailleurs ça c'est pas bon, mais hop, ça devient input type. Ok. Ensuite for byte i égale 0. I différent de input type point length plus i. Et donc là c'est input type crochet i. Et là c'est crochet i. Ce qui fait que là on peut se débarrasser de ça, de ça, de ça et du TMP qui est ici. Et ensuite on peut refaire la même chose ici. Sauf que là ce sera avec O. Et au lieu de mettre input type, on aura du coup le output type. De raisons évidentes. Mettre out. Voilà. Et donc ici. Hop. Hop. Là c'est le O. Et là du coup c'est output type. Crochet O. Hop. Hop. Et ici c'est un I. Je sais même pas si je peux l'appeler I. Il me dit quoi là? Il me dit... Ah si, je peux aussi l'appeler I. Ok, super. I en général c'est pour index. Voilà. Comme ça on peut les créer et c'est beaucoup plus simple. Là on récupère juste si on peut can entry, la réaction, etc. etc. Pouf pouf pouf. Ensuite. Ensuite. Tac tac tac. Du coup dans la molécule ça va changer des trucs. Ça va même changer pas mal de trucs. NB trigger 0. Parce qu'un return n'a pas de trigger après. Donc il ne trigger plus rien derrière. Input type. Donc là on va faire new type crochet 1 avec le return type. Faut que je le stocke. Faut vraiment que je le stocke. Private read only type and return type. Et du coup c'est égal return type. Voilà. Et donc en input il a ça. Et en output c'est un new type crochet 0. Voilà. Touk touk touk. Donc là on va simplifier aussi la vie. Parce qu'au final qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère aussi si on peut entry ou pas. Et si on peut, enfin, et si on a une réaction ou pas. Bah ça en fait, on peut le faire par nous-mêmes. Bah ouais, on peut totalement le faire dans le laboratoire. Hein. Dans le labo, du coup, quand il crée un atome, on va changer un tout petit peu la donne. Hop, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle des ternaires, on va utiliser des conditions if. Donc si machin. Dans ces cas-là, on fait atome new atome égale ouf. New atome point cette réaction
de ça. Et on return new atom. Et sinon on return nul. Voilà. Du coup, lui, il doit return donc nucleus.triggers.length. Ensuite, nucleus.inputsType et nucleus.outputs. Non, outputs type, s'il te plaît. Et ça, oui, pardon, ça doit être casté en byte. Voilà. Ce qui fait que là, normalement, le set réaction, il est fait directement, donc j'ai plus besoin de le faire ici. Ce qui fait qu'à la place du nucléus, on peut mettre un bool can entry. Qui d'ailleurs peut être directement mis ici. Ce qui veut dire que là, ça, j'en ai plus besoin. Par contre, je lui mets trou. Au niveau du labo, on change juste pour que ici, ils mettent virgule, voilà. Donc là, on est bon. Normalement, ça devrait rien changer. Notre atome ici, il prend juste. Par contre, en paramètre, can entry. Voilà. Ce qui fait qu'en fait là surtout qu'on n'a plus le nucléus qui est donné à l'atome. On va quand même en avoir besoin parce qu'on va avoir besoin de stocker, c'est ce que je mets ici, la manière dont... Enfin le nucléus qu'on a utilisé. C'est ce qui va me permettre de différencier aussi si on doit sauvegarder ou non les inputs et les outputs. Un peu particulier. Donc là ça c'est amélioré, il reste ce to do là à faire. Ensuite à ce niveau là. Donc là vous voyez que j'utilise plus le return type. Enfin le return nucleus. Donc je peux le dégager. Si je le dégage, ça dégage et c'est fini. Voilà. Je stocke juste le return type. Ensuite, lui. C'est là que ça devient intéressant. Donc lui, can entry, false. On peut pas entrer. Nombre de triggers, 0. Ce qui peut pas non plus sortir, c'est pas une note de exécutable. Ensuite, array input.type. Bah là c'est plutôt simple. C'est on fait array empty type et ensuite new type crochet 1 avec en type value.get type. Boum. Voilà. Et on a une node de value. Donc là normalement on a revu les notes de value. Ce qui fait qu'en fait on n'a plus de nucléus associé aux notes de valeur. On n'a plus de nucléus associé aux notes de retour. Là où les autres, elles ont un nucléus. Elles en ont pas. Là normalement si j'exécute... Ah ça compile plus. Ici. Ah oui, value nucléus. Bah du coup value nucléus, on le supprime. Il n'a plus de raison d'exister. Return nucleus, on le supprime, il n'a plus de raison d'exister. Tac tac tac. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que j'ai changé ça. Donc du coup il faut que j'aille le changer ici aussi. Hop. WPF. Normalement on est bon. Target, implicit, nullable. Nullable, donc enable true. Enable true, ok. Donc là normalement on devrait pas avoir de soucis de compilation. Voilà, et là normalement on devrait avoir le truc qui fonctionne comme avant. Ah, non, ça n'a pas marché. Ah, on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel changement a fait que ça ne marche plus? Ok. Donc là en fait un truc que je veux vérifier aussi c'est l'état de mes nodes. Par exemple si je vais sur... Enfin quoique en vrai on va regarder. Ok.
Ok. Lui il est bien associé à une output. Ok. Ok. Entry est à false, ça on est bon. Ok, donc lui il est bon. Ok. Ok. Lui il a bien un output. Ok. Oh putain, je sais pourquoi, c'est parce que je les ai reset. Ok, j'ai trouvé mon erreur. Wouhou, c'était facile. C'est qu'en gros tous mes atomes ils sont reset et donc ça reset leurs outputs. Sauf que on est dans un cas où notre output ne peut pas être reset. Ouais, donc là c'est un petit peu complexe. Ta 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 ta. Donc il est là le reset. On va rajouter un petit booléen. Hein. Oh, ça va être un truc vraiment un fixe simple. Qui va juste être de dire bool m can be reset. Par défaut il est égal à true. Ça c'est if m can be reset. Public void set can be reset bool get b. Là on va mettre can be reset, on va juste le rappeler comme ça, voilà. Et donc la seule chose qu'on va devoir changer c'est que dans une molécule tac 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 et ensuite faire un atom.set can be reset à false. En gros de dire une value ne peut pas être reset. Et donc là normalement il devrait plus y avoir de souci, il devrait plus être reset et donc il devrait conserver sa valeur. Ce qui veut donc dire que normalement il devrait s'exécuter. Quoi? Qu'est-ce qui a merdé? Ok, donc ça a merdé. D'accord. On a ce return là qui n'a pas été appelé. Et celui-là, aucun des deux n'a été appelé. Donc là c'est ici qu'il faut qu'on mette notre breakpoint. Celui-là du coup on peut le désactiver. Voilà, donc là on va rentrer dans celui-ci. Ok, donc là on va aller dans celui-ci. Hop.
Donc là, la condition elle n'est pas évaluée. Donc ici, il va l'évaluer. Il n'a pas de valeur. Il a une output. Donc il va évaluer son output. Là normalement leurs inputs, elles ont une valeur. Quoi ? Là, l'output, elle a une value, on est d'accord. Oui. Mais alors pourquoi l'input? Ah, parce que les inputs doivent être reset aussi. En gros, il faut que même en cas de reset, si ma node n'est pas reset, vu qu'on est en train de la reset, elle doit refaire... Ah putain, bah oui, mais je peux pas le gérer autrement. On peut le gérer un tout petit peu différemment. On peut le gérer dans nos inputs. En gros, ce que notre input peut faire, parce que là on a les set values qui gèrent les trucs, quand on bound, il set les values, mais on n'est pas à l'abri que au niveau de... Comment dire, de notre évaluate. Voilà, là ici il va évaluer automatiquement. Et là en fait on va juste faire un petit truc, on va faire if m underscore output point have value. On va faire set value de m output point value. Non, point get value. J'ai pas le get value. C'est fabuleux, on va juste le rajouter. Hop, 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 hop. On va faire un object. Hop. Ça s'appelait get value et on va return m value. Voilà, comme ça lui il me fait plus chier. Cette value du get value. Sinon, on évalue. En gros, s'il a une valeur, on récupère sa valeur. Sinon, on évalue. Ce qui veut donc dire qu'en fait, on n'a plus besoin... Ah, quoique si on peut le laisser, qu'en fait il va le faire. Mais là, normalement, avec juste cette petite truc là en plus, normalement, ça devrait tourner. Bingo. C'était juste ça qui manquait. En gros, il fallait juste qu'elle aille chercher la valeur de l'output, parce que potentiellement, lui pouvait avoir été reset, donc l'input pouvait avoir perdu sa valeur, mais l'output à laquelle il était raccordé, elle pouvait ne pas l'avoir perdu. Donc en gros, c'est ça qui vérifie. C'est la première chose qui vérifie, c'est est-ce que mon output a une valeur, parce que potentiellement, c'est une note de value qui n'a pas été reset, ou c'est une note qui ne peut pas être reset. Donc, je retrieve tout de suite son output et je l'utilise. Ce qui évite qu'on ait à exécuter quoi que ce soit. Ce qui peut faire aussi qu'on peut avoir par exemple des notes statiques qui ont une valeur, ou même si on réexécute plusieurs fois le code, ils vont la garder de manière statique. Puisque ce sera une note qui ne se resettera pas. Vous voyez le truc? C'est stylé, hein? Alors après, ce sera un petit peu complexe de bien gérer la notion de statique, etc. Mais je pense qu'on pourra bien s'amuser, en tout cas. Un petit truc qu'il faudrait que je fasse, c'est que peut-être que je baisse le son du blur background, ouais. Je viens d'y penser. Alors attendez. C'est vrai que j'ai noté qu'on l'entendait bien sur les rediffs. Je vais descendre à moins 14. Voilà. Ce sera bien mieux, je pense. C'est vrai que j'avais pas fait ce changement là depuis le temps. Mais du coup, voilà. Donc là, normalement, on a cette petite amélioration qui fait que si je vais regarder dans mes task list, voilà, tout ce qui me reste, c'est ça. Donc du coup, là ici, ça n'a rien changé au niveau du code. C'est juste qu'en termes de comportement derrière, c'est beaucoup plus optimisé en fait que ce que c'était avant. Pouf pouf pouf. Donc là, après, si on fait le test, on peut retester. On met 42 ici. Normalement, il devrait m'afficher World Hello.
au lieu de Hello World. Boom, World Hello. Petit truc que j'aimerais faire aussi, c'est mesurer le temps d'exécution. Ça c'est faisable. C'est largement faisable et pour ce faire, je vais aller chercher un truc que j'ai mis dans Streamweld. Dans un autre projet. Voilà. Pouf. Pouf. Donc là ici, dans tous les cas, on fait ça. Ici, on fait ça. Et on rajoute cette petite ligne là. Voilà. Comme ça on sait combien de temps il met à s'exécuter. Oh putain. Vous vous rendez compte que là on vient de tout exécuter en 1 milliseconde. Et je pense même que c'est moins d'1 milliseconde. C'est-à-dire que là notre script là, le machin là que je vous ai montré, ça a pris 1 milliseconde à s'exécuter. Voilà. En termes d'optimisation de script, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Je pense qu'on peut mieux faire, mais je pense qu'on est pas mal aussi. Non mais du coup c'est à dire que là après il faudra qu'on teste avec des scripts beaucoup plus complexes et beaucoup plus fat pour voir si oui on est capable d'avoir un temps d'exécution aussi précis, aussi propre et aussi clean. Mais là déjà en fait d'avoir ce truc là, c'est ouf quoi. Parce que du coup je vais tester un truc. C'est mesurer le temps d'exécution du même code. Donc on va l'appeler SW2, 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 stop, SW2. Qui du coup va changer un tout petit peu. On va faire donc if 42 égale 69. Else. Alors en vrai, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on peut tout simplement faire ça. Ça, on va faire une autre fonction en fait qui sera à part. Private static void test if. Voilà. Donc lui on peut l'appeler SW, 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 SW. Hop. Hop. Donc du coup. Ouais c'est un reachable code, mais ça c'est pas grave, c'est pas grave. Donc si c'est true, on a dit qu'on mettait hello world. Et sinon on a dit qu'on mettait world hello. Et comme ça on peut faire ce truc là. On peut faire test if. Et ça. Donc on va voir. Ouais, on est un petit peu plus long, on met 1 milliseconde de plus. Mais après, c'est le truc qu'il faut penser, c'est ce que je tiens à préciser, hein, c'est que dans tous les cas, dans un langage de scripting, ça ira quand même plus lentement qu'un langage compilé, parce qu'il y a toute la partie, bah, il faut lire ce qu'il faut faire et exécuter ce qu'il faut faire. On doit gérer ça, là où en langage compilé, on dit à la machine directement ce qu'elle doit faire. Ce qui fait que là, je suis quasiment sûr qu'en termes d'optimisation, il cherche directement, il exécute directement ça. Il cherche même pas, il fait start stop et il écrit. Il n'y a pas de code, alors que nous on a une petite milliseconde en plus qui est l'exécution complète du truc. Mais en soi, c'est propre. C'est franchement propre. D'ailleurs, j'aimerais juste vérifier un petit truc par rapport à Draw.io. Est-ce qu'on a moyen de le mettre en... Oh oui, parfait. Oh c'est mieux. Oh c'est tellement mieux. On va le laisser comme ça. Mais donc du coup ouais. Donc là ça fonctionne bien, c'est nickel, c'est incroyable. On supprime ça, on peut supprimer ça, on peut supprimer ça. Ça on peut le remettre là, voilà. Ça du coup on peut le supprimer aussi.
Voilà, et on peut supprimer le test if qui ne sert plus à rien. Voilà. Comme ça c'est bon. Et on a plus besoin du système diagnostic. Et bah du coup on est bon là-dessus. On a bien optimisé ce bordel. On a des bonnes optimisations là. Attention, ce que j'avais dit, hein, c'est que je veux optimiser le truc le plus possible. Donc là au niveau des nodes, on peut créer un if, on peut créer un égal, on peut créer 2 nodes de return, une node d'entry. Sachant que c'est une entrée de base, on pourra avoir des entrées un peu plus spéciales. Genre par exemple, pour avoir une entrée qui sera un event. Donc on pourra relier des events, tout ça. Donc ça, c'est good. Ça fonctionne. C'est optimisé comme j'en ai besoin. Donc ça, on peut fermer. Qu'est-ce qu'il faudrait encore que je fasse? Donc ça, on va pas y retoucher pour l'instant. Ça, on s'en fout. Là, il y a tout ça en fait qu'il faudrait. En fait, il faudra qu'on commence à réfléchir. On va pas faire ça aujourd'hui, mais il faudra qu'on commence à réfléchir à comment on va stocker toutes ces infos en fait. Parce que là, on n'a pas besoin de s'embêter, on peut juste stocker un nom. Mais il faudra bien qu'on puisse récupérer en fait toutes les infos. Donc il va falloir qu'on sache à quoi on a affaire. Donc de toute façon, c'est ce que je dis, on sait très bien comment fonctionne la création de tout ce bousin, parce qu'en fait on crée des atomes. Voilà. Ensuite on lie les atomes entre eux. Donc en fait nous il faut juste qu'on ait ces fonctions de création d'atomes, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on crée comme atome. Et ensuite on a les bounds qui ont fonctionné entre eux. Et l'idée ça va être justement de stocker tout ça et de recréer tout ça correctement. La chose la plus complexe ça va être cette partie là, parce qu'il va falloir qu'on stocke les valeurs. Et ça va être compliqué. Parce que du coup les value atomes, bah, il va bien falloir qu'on stocke la valeur qu'elle prend. Il va falloir aussi qu'on stocke les types pour le return, etc. etc. Ça va être, quoique en vrai on n'a pas besoin parce que vu que c'est un return on sait. Voilà, il y a juste celui-là où en fait il faut qu'on stocke la valeur en plus, donc ça va être un petit peu plus chiant. Mais bon, en tout cas, YouTube, si vous avez aimé ce petit épisode, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces petites optimisations là qu'on a fait, parce qu'on a fait 2 épisodes qui sont dédiés un petit peu à l'optimisation, où on a fait des optimisations en passant par des tableaux, des index, etc. pour accélérer en fait les accès qu'on va avoir dans l'exécution de script, parce que l'objectif c'est que le script s'exécute quand même le plus vite possible. Là on a bien vu que juste une simple condition, si tu fais ça, alors tu fais ça, si tu fais ça, sinon tu fais ça, avec une comparaison, bah en fait pouf, ça nous renvoie directement à des valeurs, enfin ça nous fait un truc en 1 milliseconde, on a exécuté notre script quoi. Donc ça va ultra vite, c'est très optimisé quoi. C'est vu qu'il y a des langages scripting qui sont beaucoup plus longs que ça pour juste faire ça. Hein. Mais bon. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit épisode. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas, si jamais vous voulez voir tout ça en live, à venir me suivre tout simplement sur Twitch. Vous avez le lien qui est dans la description. Si vous voulez voir les lives jeux vidéo sur lesquels justement j'utilise ces outils-là, et on voit d'ailleurs qu'il y a des bugs qui se produisent et il faut que je les corrige. Mais si jamais vous voulez voir directement leur utilisation en live, et ben venez simplement rejoindre. Enfin, donc en live sur Twitch, mais si jamais vous voulez les voir dans les VOD etc, vous avez la chaîne gaming hein, qui est disponible en description si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse. Oh putain, je crois que mon... Ah oui, il y a des drops monstrueux de 4G, c'est pas grave. Mais donc du coup, n'hésitez pas, on se retrouve dans le prochain épisode, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour en discuter. On se retrouve du coup à la prochaine, ciao YouTube.